Il s'agit d'un musée créé par l'architecte Norman Foster, à l'instar du Carré d'Art de Nîmes ou bien du viaduc de Millau. Le musée Narbeau-Viel est régi par un EPCC, un établissement public de coopération culturelle. C'est une société publique régie par un conseil d'administration dans lequel font partie la région Occitanie maintenant, la ville de Narbonne, le Grand Narbonne, donc l'agglomération et l'État. Ces derniers apportent un budget qui crée donc le PCC. Le PCC Narbeau-Viel gère également deux autres lieux culturels et archéologiques. Le musée Amphoralis de Salles-d'Aude, pour ceux qui connaissent, qui se trouve à une quinzaine de minutes au nord de Narbonne, et également les galeries souterraines romaines de l'Auréole en centre-ville de Narbonne. Donc le PCC gère deux musées de France, puisque le musée Narbeau-Viel a reçu l'appellation début 2021. Le musée Amphoralis a reçu l'appellation lors de son ouverture en 1996. Le PCC gère également un monument historique, l'Auréole, qui a été inscrit au MH en 1960. Donc le musée Narbeau-Viel a ouvert ses portes le 19 mai 2021. Il retrace l'histoire romaine de la cité de Narbo-Marsus, de ses habitants, mais pas que, les Narbonnenses. Son exposition temporaire, comme vous le voyez derrière moi, présente environ 1200 œuvres, murs lapidaires inclus. J'expliquerai pourquoi. Toutes les œuvres sont datées presque quasiment de l'époque romaine, c'est donc un musée quasiment romain, je dois dire. Ces œuvres proviennent pour la plupart de la ville de Narbonne ou de ses alentours, si ce n'est un dépôt de drachme avec des matériaux ferreux en verre qui proviennent de différentes épaves de la côte méditerranéenne, également deux bustes d'empereurs qui nous ont été déposés par le musée du Louvre. Sinon, le reste provient de la région du Narbonnais. Alors, l'exposition temporaire est scindée en 6 séquences thématiques. La première, alors je ne l'ai pas en photo, mais j'en ai mis que 3, il faudra venir au musée. La première séquence raconte les débuts de la cité antique, fondée en 118 avant Jésus-Christ. Narbonne, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de Narbonne romaine, mais c'était la première colonie romaine en Gaule. La deuxième séquence, comme vous pouvez le voir derrière moi, fait la part belle aux bâtiments publics, notamment le temple du Capitole, qui se trouve sous le collège Victor Hugo, pas très loin de la gare de Narbonne. Ce temple, c'était a priori l'un des plus grands de la Gaule narbonnaise. Donc vous pouvez voir la monumentalité de ce dernier à travers les fragments qui ont été remployés et découverts à travers les siècles. D'ailleurs, le thème du remploi, c'est vraiment le fil rouge de cette exposition permanente. La troisième séquence est dédiée à la société romaine à l'échelle de l'Empire, mais également à l'échelle locale, à l'échelle de la cité de Narbo-Marsus. La quatrième séquence fait la part belle donc à la vie domestique à travers la présentation de petits mobiliers, un petit peu, mais surtout une grande partie de la collection des Indupins qui ont été découverts sur le site du Clos de la Lombarde, un site qui a été fouillé pendant 30 ans par les équipes de Raymond et Marie Sabrier, Yves Solier également. Un site qui est visitable, le PCC ne le gère pas, c'est les amis du Clos qui s'en chargent, et je crois qu'il faut prendre rendez-vous avec eux pour visiter le site. En tout cas, toute la collection de ce site archéologique est soit exposée au sein de notre parcours permanent, soit se trouve dans nos réserves depuis très peu de temps. La cinquième séquence est dédiée au système portuaire narbonnais, puisque depuis maintenant une quinzaine d'années, on a un renouvellement de la connaissance du système portuaire narbonnais qui se déployait autour des étangs actuels de Bages et de Sigean et remonté par un canal romain, on le pense, jusqu'au centre-ville, au chef-lieu de la cité. Donc on expose de nombreux artefacts issus de ces fouilles, de ces ports. On expose également dans cette séquence une dizaine d'œuvres qui proviennent des fouilles subaquatiques de Bouscaras, encore lui, voilà, dont le reste de la collection se trouve dans un dépôt dans Narbonne, mais également ici à Olonzac, pour ceux qui ont visité le musée tout à l'heure.
La dernière séquence raconte donc la fin de la cité romaine de Narbo-Marsus et l'Antiquité tardive. À côté donc de ce parcours permanent, l'œuvre principale est constituée par une galerie lapidaire, donc nous on l'appelle le mur lapidaire ou la galerie lapidaire, qui expose et stocke en même temps 760 blocs romains qui proviennent pour la plupart des remparts modernes de la ville, les remparts du XVIe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces remparts ont été démolis dans la deuxième moitié du XIXe siècle avec l'expansion urbaine. Ces blocs ont ensuite été stockés au sein de l'église Lamourguier, qui se trouve juste derrière les Halles de Narbonne. Et depuis 5 ans, j'en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure, il y a eu un chantier des collections. La plupart des blocs romains qui étaient stockés dans cette église ont été transférés dans ce mur lapidaire que vous voyez derrière moi, ou au sein de notre réserve externalisée. Alors ce mur, il est constitué d'un petit gadget assez unique au monde, en tout cas en ce qui concerne les musées. Vous le voyez, c'est un transstocker, c'est-à-dire c'est des fourches mécaniques qui peuvent prendre les palettes en inox sur lesquelles sont disposés les blocs. Et ils peuvent déplacer donc ces palettes, les incorporer dans des lots multimédia ou les déposer sur un quai de déchargement pour mettre à disposition les blocs auprès des chercheurs. Par exemple, la semaine dernière, un chercheur est venu travailler sur les blocs à représentation de masques de théâtre. Donc voilà. Donc les collections, on va dire, sont constituées par 3 points forts. La première, effectivement, c'est la collection lapidaire, qui est l'une des plus importantes en France pour ce qui concerne la période romaine. Tout n'est pas exposé au musée, comme je le disais. On a le reste dans une réserve externalisée au sud de Narbonne, qui n'est pas visitable par contre. Donc cette collection compte 2000 à 2500 blocs romains qui sont gérés par les équipes du musée. Le deuxième point fort, c'est la collection d'Andupin, dont la majorité proviennent effectivement des fouilles du Clos la Lombarde. On a 1500 caisses d'Andupin qui sommeillent dans nos réserves et qui ont été transférées au cours des 2 derniers mois. Donc je parlerai de la face immergée de l'iceberg tout à l'heure. La troisième force, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est les fouilles du PCR de Narbonne, donc le projet collectif de recherche sur ce système portuaire narbonnais. Et le musée va accueillir la totalité de ces fouilles au sein de ses réserves. Alors maintenant, on va passer derrière le mur lapidaire, puisque ces derniers séparent l'espace public d'exposition et d'accueil des espaces professionnels, notamment les réserves, qui sont situées à l'intérieur du musée. Donc, avant de parler des réserves, on a eu un gros chantier des collections. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'église Lamourguier. Il faut savoir que c'était un musée lapidaire donc, qui stockait environ 1500 blocs que vous avez devant vous. Et je dois rendre hommage donc, aux 2 régisseuses des collections qui ont piloté ce projet, Carole Chevroux et Gaëlle Todou. Alors moi, j'ai peu participé, puisqu'à l'époque, j'ai consacré mon temps à l'écriture des cartels pour la présentation, dans le cadre de l'ouverture potentielle du musée. Donc également, le chantier des collections s'est constitué également du transfert des œuvres qui étaient exposées au sein du parcours permanent du Palais des Archevêques. Ici, c'est le rinceau de Rusticus, qui mentionne donc la construction de la cathédrale de Narbonne en 445, excusez-moi. Rusticus était l'évêque bâtisseur de la cité narbonnaise au 5e siècle. Donc vous voyez tous les efforts de l'entreprise Bovis. On est passé par un prestataire privé afin de transporter tous les éléments pondéreux au sein du parcours permanent. Et ce linteau de Rusticus, au même titre que la borne de Domitius Aenobarbus, inaugure le parcours permanent, j'en ai pas parlé, puisqu'elle est située à l'accueil du musée. Ce linteau, il termine ce parcours. Donc on commence par les débuts en 118 et on finit en 445.
Donc aujourd'hui, le musée a ouvert en juin 2021, mais le travail de régie, de conservation, d'inventaire suit son cours. Il s'agit effectivement de la partie immergée de l'iceberg qui se situe au-delà de la galerie lapidaire. Donc depuis maintenant 2 mois, les réserves du musée ont pu être aménagées par différents mobiliers que vous avez devant vous. Ces réserves sont constituées d'une pièce principale de 7 mètres d'hauteur sous plafond, composée de racks à palettes. Donc pour l'instant, les blocs lapidaires ou bien les amphores, on ne sait pas encore, il y a un choix évident à faire dans le transfert de ces collections, vont arriver au cours de l'année 2023. On peut stocker ici dans cette pièce environ 200 blocs lapidaires. Donc il y a encore la collection qui restera dans notre réserve externalisée. En mezzanine, juste derrière cet espace, nous avons également 3 pièces composées de compactus ou de compactus, environ 300 compactus qui ont été électrifiés. Donc vous voyez, on a commencé à ramener des caisses du Clos La Lombarde, 3000 caisses, et dans quelques temps, nous allons continuer de désengorger différents dépôts, j'en parlerai tout à l'heure. Donc voici les photos, tout est électrifié avec les lumières, un système de sécurité également. Ici, ce sont d'autres rayonnages mobiles. On est passé par 2 entreprises, Classotech et Bronzil. Ici, les rayonnages sont plus profonds. Donc ça servira plutôt pour du moyen lapidaire, du moyen pondéreux. Les compactus que vous voyez là sont plutôt faits pour stocker des bacs normés Europe qui peuvent s'empiler, qui ont la même profondeur que les compactus. Donc on essaye de rationaliser l'espace au maximum. Voilà, d'autres photos. Alors j'ai pas pris en photo le médaillé. On a commandé des boîtes pour le reconditionnement des monnaies à hauteur de 20 000 occurrences, excusez-moi. On a beaucoup de monnaies au musée Narbovia très prochainement, donc il va falloir inventorier tout ça et ça va durer des siècles. On a également d'autres pièces annexes au sein du musée. Nous avons des réserves des salles de réserve de 30 mètres carrés qui vont concerner la conservation des bois gorgés d'eau, des métaux, avec une gestion climatique beaucoup plus poussée qu'en mezzanine. Ici, derrière moi, vous avez une salle d'études. Donc, depuis 3 mois, nous avons accueilli une doctorante qui travaille sur les ans du pin, une doctorante en alternance. Elle reprend l'étude de Raymond Sabrier dans le cadre d'un inventaire musée, ce qui n'avait pas été fait avant. Donc voilà, moi je gère plutôt tout le reste. Donc depuis 2 mois, la deuxième partie du chantier des collections a débuté. Nous transférons les œuvres d'un dépôt qui s'appelle Sainte-Rose, qui est géré par l'État, par le service régional de l'archéologie. Le but est de transférer les collections choisies au sein de notre transfert. Donc je vais vous expliquer toute la chaîne opératoire qui a conduit à ce transfert des collections, depuis le choix de ces collections jusqu'à leur atterrissage au sein du musée. Donc la première chose à comprendre, c'est le règlement des problèmes de propriété juridique. Nathalie en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je vais plus axer ma communication sur les fouilles terrestres, puisqu'il faut savoir que c'est assez simple de retrouver le propriétaire des biens culturels maritimes, puisque c'est le DRASM. Donc on a fait un boulot avec Nathalie concernant ces biens culturels maritimes. Alors la première étape préalable au chantier des collections est de bien choisir les collections qui vont atterrir dans les réserves. Cette étape va être très simple. Si un objet issu d'un site archéologique est exposé au sein du parcours permanent du musée Narbovia, la totalité de la collection doit suivre. La deuxième étape est le règlement de la propriété juridique. Cela consiste à retrouver les propriétaires des collections afin de passer des contrats avec eux, ce qu'on appelle convention de dépôt. Alors le musée Narbovia n'est pas propriétaire des collections, il en est seulement dépositaire. Ça a été choisi
puisque c'est un établissement public qui peut péricliter, contrairement à d'autres collectivités beaucoup plus solides. Donc ça a été un choix stratégique, et il faut s'y tenir. Donc le règlement de la propriété a pour incidence de transférer soit la propriété des collections, ce qui n'est pas le cas pour le musée Narbovia, soit d'en déléguer la gestion. Donc en ce qui concerne le musée, ça va passer par des conventions de dépôt. Je vais vous expliquer également comment retrouver les propriétaires des œuvres, en tout cas en ce qui concerne le projet. Alors il faut savoir qu'il y a différentes lois archéologiques créées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La première concerne la loi Carcopino en 1944, la deuxième en 2021 et la troisième en 2016. Je ne vais pas vous faire tout l'historique de ces lois, mais suivant quand la fouille s'est menée, cela peut avoir une incidence sur la propriété. Typiquement, depuis 2016, toutes les collections appartiennent à l'État si la mutation de parcelle s'est effectuée après 2016. Bon, c'est beaucoup plus simple. Par contre, cette loi n'est pas rétroactive. Donc il faut se référer aux deux précédentes. Donc moi je gère trois types de collections. La première, c'est les fouilles du XXIe siècle. C'est assez simple de retrouver les propriétaires pour ces fouilles, puisqu'elles sont mentionnées dans les RFO, les rapports finaux d'opération ou rapports de fouille. Donc par exemple ici, c'est ce que jette. Ici, c'est la collection de Port-la-Nautique en 2010, et comme vous le voyez, sur une des pages de présentation du rapport, vous avez la mention de la ville de Narbonne, propriété de la parcelle. Donc là, c'est très simple concernant les fouilles modernes, puisque ces rapports de fouilles sont beaucoup plus fournis que ceux d'avant. Effectivement, les fouilles de la deuxième moitié du XXe siècle ne mentionnent pas souvent les propriétaires dans les rapports. Peut-être, des fois, il y a des mentions qui concernent les parcelles cadastrales. Ici, vous avez l'import de la base de données Patriarche. Donc, c'est une base de données en lien avec la carte archéologique qui appartient au service régional et qui mentionne, cette base de données, toutes les informations des entités archéologiques, les sites et les fouilles, ce qu'on appelle également opérations archéologiques. Ici, c'est le site du boulevard Mistral qui a été fouillé en 1994, et donc vous retrouvez la parcelle cadastrale. Donc mon but, dans ces cas-là, ça a été d'aller au service des impôts, de passer par le service de publicité, de renseigner également un CERFA, et une fois la réponse donnée par le service des impôts, on a donc l'historique de la matrice cadastrale. Typiquement pour la fouille de Frédéric Mistral, vous avez entouré en bleu la mention qui explique que la ville de Narbonne est propriétaire en 1994. Donc voilà, c'est une vraie enquête qui a été menée, pas que pour cette fouille, mais pour une vingtaine, trentaine de fouilles. Donc cela a permis de résoudre quelque peu la propriété juridique. On a pu passer des conventions avec l'État, avec la ville de Narbonne, également avec la région Occitanie, puisqu'ils étaient propriétaires d'une fouille qui s'appelle Mandirac. Voilà. Et également des propriétaires privés. Donc il y a encore un travail à faire concernant ces derniers. Je vais devoir contacter les propriétaires privés sous peu. Je stresse un peu. Suivant ce qu'ils me disent, c'est les propriétaires, c'est un peu le nerf de la guerre. Ensuite, il y a toutes les fouilles qui concernent les fouilles qui ont été fouillées avant 1944, la première loi archéologique. Comment faire pour retrouver les propriétaires sans loi? Alors, on peut passer par le Code civil 1902, je crois, mais c'est très compliqué, surtout que je ne suis pas généalogue. Donc, on a discuté avec les services de la DRAC, avec la ville de Narbonne. On m'a dit qu'il fallait faire preuve de souplesse, et on a créé donc une convention de gestion pour ces collections, ces fonds anciens dont les propriétaires ne peuvent pas retrouver, et on a solutionné le problème en admettant que la ville de Narbonne était gestionnaire de ces collections. Donc on a pu pérenniser ces derniers.
Donc une fois les propriétaires connus, on a pu passer donc, des contrats avec eux. À peu près tous les contrats ont été signés, sauf 2 qui concernent des propriétaires privés. Et donc, après la signature de ces contrats, le transfert des collections a pu continuer. Le but, c'était d'avoir tous les papiers au clair avant de transférer les collections au sein de nos réserves. Donc là, ici, vous avez un exemple de convention. Ça concerne donc la collection Mandirac, dont la propriété est du fait de la région Occitanie. Vous avez dans les conventions les différentes clauses. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai rédigé. Ça concerne par exemple l'accès aux collections de la part des chercheurs, l'objet de la convention, les exemplaires, les conditions de conservation et d'exposition, très importantes. Donc voilà, ça concerne les différentes clauses qu'il faut respecter. Également en annexe, vous avez le listing des collections concernées. Donc ça a été quand même un gros boulot, en sachant que on partait des bacs en fait. Donc il y a eu un important travail de récollement. J'en ai un petit peu parlé déjà. Depuis maintenant 2 mois, nous sommes dans la 2e tranche du chantier des collections. Nous avons donc encore, je travaille avec donc la régisseuse de l'entreprise Bovis au sein de la réserve de Sainte-Rose. On a acheminé 3500 caisses, donc les 3000 du Clos Lombard. Il nous reste, à partir de la semaine prochaine, à transférer 1000 caisses des fouilles des ports antiques de Narbonne. Également du moyen lapidaire, des blocs qui font à peu près entre 30 et 40 cm. Il y en a une centaine qui croupissent dehors dans les réserves. Donc à terme, il va falloir également les acheminer au musée. Et au sein du dépôt Sainte-Rose, nous allons nous charger du transfert d'une centaine d'amphores d'un site de Malard, là où passe la rocade, pas très loin du rond-point à l'amphore de l'autoroute, juste à côté de Narbonne. Donc ce chantier comprend de nombreux reconditionnements. Donc, nous trions le mobilier archéologique, pas mal de tessons de céramique, mais pas que. Il y a pas mal de marbre aussi à Narbonne. Il y a vraiment une très belle richesse, très belle qualité des collections archéologiques. C'est la capitale, c'est normal. Soyons chauds. Donc les fragments sont triés par unité stratigraphique, mis en lot dans des sachets mini-grippes au sein des caisses PVC normées Europe. On change les caisses qui sont souvent en bois en achetant et donc en transférant les collections dans des caisses normées Europe. Donc à côté de ce chantier des collections, un important travail d'inventaire a déjà été mené depuis maintenant 1 an et demi en parallèle de ce transfert. Donc le musée Narbovia possède depuis juin 2021 une base de données archéologique qui s'appelle Flora, qui permet une meilleure compréhension et gestion des collections de l'EPCC. Alors, le premier confinement Covid m'a permis d'exporter en fait toutes les données qui faisaient partie d'une autre base, donc une base de données FileMaker, c'est un peu technique. J'ai également pu transférer certaines données de la base de données Patriarche, donc du SRA, qui répertorie les différents sites et fouilles archéologiques du Narbonnais. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc cette base de données, elle se profile telle qu'elle. Alors, premièrement, quand j'ai reçu cette base de données, j'ai tout de suite essayé de renseigner le thésaurus. Donc par exemple, j'ai importé toutes les dénominations des contenants romains à l'époque, d'oium, cruche, il y a 2 fois cruche, il faut que je l'enlève, etc., etc. Donc ça permet de ne pas doublonner les dénominations. J'ai également pu renseigner les typologies. Par exemple, ici, vous avez des typologies qui concernent les lampes à huile. En 1956, Monsieur Deneuve a rédigé un important catalogue des lampes à huile de Carthage qui a servi énormément de référence aux chercheurs. Et donc le but, c'était d'importer ces classifications. Donc là, vous avez un exemple pour les lampes à huile, mais j'ai également renseigné des choses pour la céramique, pour les amphores, etc. Donc comme je le disais, j'ai pu importer la base de données Patriarche du SRA. Cela me donne
en fait, pas mal d'informations sur les sites. Comme vous pouvez le voir à gauche, ici vous avez l'interface qui concerne le site du lac de Capelle. C'est un important vivier à poissons qui a été retrouvé en 2012, l'un des plus gros viviers à poissons du monde romain, positionné juste à côté des quais de la Nautique, si des gens en connaissent, au sud de Narbonne. Donc ici, vous avez donc l'entité, la fouille archéologique. Au-dessus, cette dernière est raccrochée aux différentes fouilles archéologiques qui se sont menées donc, durant 3 ans, de 2011 à 2013. Alors si on clique sur ces dernières, vous allez avoir la même page qui va concerner donc, les sites. Vous retrouvez les parcelles cadastrales. Alors je ne l'ai pas mis, mais j'ai également pu renseigner, pu incorporer les rapports de fouilles à l'intérieur. Donc cela a une incidence puisque je me sers des rapports de fouilles également pour inventorier les collections. Donc pour le lac de Capelle, ce qui était intéressant, c'était de raccrocher toutes les œuvres d'art, les lots, etc., à ces différentes opérations. Typiquement ici, vous avez toutes les œuvres. Je n'ai pas commencé la campagne photo, c'est plus des photos qui ont été faites pour la communication qu'on a gardées, mais le but c'est à terme, d'ici début 2023, de continuer l'inventaire des collections, des fouilles du dépôt antique de Narbonne, avec en parallèle des prises de vue photos récurrentes. Donc ici, vous voyez, voilà, il y a différentes céramiques qui proviennent de ce site, qui a donné pas mal de parois fines, également des éléments de bois, une tablette à cire qu'on expose au sein du musée, des appareils qui composaient donc le fameux vivier à poissons, etc., etc. Ici, vous avez une fiche qui présente une œuvre d'art. Donc il s'agit d'un entablement composé d'une frise dorique. Donc vous retrouvez, c'est comme une fiche d'identité, c'est ce que vous expliquait Nathalie tout à l'heure. Vous retrouvez le code, le numéro de l'œuvre. Alors là, il s'agit d'une collection Musée de France. On le reconnaît au numéro 869, ça veut dire que ça a été inventorié, ça a reçu l'appellation 1969. 324, c'est un numéro d'ordre du site archéologique. Donc là, ça provient des remparts, c'était employé dans les remparts modernes de la ville de Narbonne. Et le dernier chiffre, c'est le numéro d'ordre. Ensuite, il y a différents numéros d'inventaire qu'on garde. La désignation, donc un entablement qui provient probablement d'un mausolée, donc d'une chapelle funéraire de grande ampleur romaine, frise dorique. Vous voyez, il y a également une typologie pour les éléments lapidaires, une description la plus complète possible, la datation, etc., etc. Alors, le plus intéressant également, c'est la localisation de l'œuvre au sein du musée, pour pouvoir la retrouver. C'est tout bête. Donc, cette dernière se trouve au sein du musée lapidaire. Côté public. Mon but, j'ai commencé vraiment l'inventaire des collections par la description des œuvres que nous exposons. J'ai continué ensuite par les œuvres stockées et exposées au sein du mur lapidaire. Et maintenant, depuis quelques mois, je m'intéresse aux collections des réserves. Donc ici, je vous ai montré un inventaire à l'unité, c'est-à-dire que ça concerne une seule œuvre. En archéologie, nous avons beaucoup de lots. Et depuis peu, donc, je m'intéresse aux collections stockées dans des caisses. Donc, je vais vous montrer comment je considère mon inventaire. Alors, ça concerne encore le lac de Capelle. En fait, je pars soit des rapports de fouilles, dans lesquels sont mentionnés notamment tout le listing des collections, par unité stratigraphique, ou alors je pars également d'une base de données qui s'appelle SysLat, qui est utilisée par les archéologues. Ces derniers me passent leur code, notamment Corinne Sanchez ici, qui est donc la personne qui gère les fouilles antiques, les fouilles du port antique de Narbonne. Donc le but est de faire un pré-inventaire par unité stratigraphique. Vous pouvez voir ici à la colonne G, voilà, l'unité stratigraphique. Alors à Narbonne, on a beaucoup de fouilles. Donc l'unité stratigraphique 3214, je dis ça au hasard, on peut le retrouver à la fois au lac de Capelle, on peut le retrouver à Mandirac, au Clos la Lombarde. Donc c'était plus intéressant pour moi de rajouter le code de la fouille juste devant. Donc 412 en fait, c'est le lac de Capelle fouillé en 2012 avec l'unité stratigraphique. Derrière, en colonne J, vous avez le listing des collections par unité stratigraphique. Alors j'ai trié par typologie de céramique, céramique commune, céramique
céramique tournée fine, céramique non tournée, amphore, d'olium, excusez-moi, etc., etc. Donc là, ça concerne que la céramique, mais j'ai également fait l'inventaire pour les autres typologies de mobilier, le fer, la tabletterie, le verre, etc., etc. Le but également, c'est d'isoler les œuvres qui ont un potentiel muséographique. J'ai oublié de le mettre, excusez-moi, mais j'ai également un listing des collections intéressantes par unité stratigraphique. Alors ici, je vous montre un bac qui n'a pas été reconditionné encore. Donc les unités stratigraphiques, vous les retrouvez sur les étiquettes. Typiquement, 3102, c'est l'unité stratigraphique 3102 dans lequel a été retrouvé les lots que vous avez ici, qu'on retrouve du coup dans les lignes Excel. Donc c'est assez détaillé, moi ça me permet de gagner beaucoup de temps et d'être le plus précis possible. Le but étant de partir de ce pré-inventaire et de vérifier si cela concorde dans les bacs. Donc à terme, alors pour l'instant j'ai écrit sur les portoirs, sur les bacs à terme, le but étant de créer des étiquettes, peut-être des codes barres, il y a encore des choses à voir avec la régisseuse, faut qu'on en discute. Mais voilà, j'ai commencé par un petit lot, donc le lac de Capelle qui concerne 20 caisses. On est encore en expérimentation, c'est-à-dire que par exemple, ici, je peux vous montrer la fiche d'inventaire par lot d'une caisse, par exemple celle-ci, excusez-moi, je passe vite. Voilà, ici vous retrouvez les différentes US. Je me suis amusé à mettre les datations par phase, c'est-à-dire qu'une unité stratigraphique a également une datation. Donc voilà, c'est assez précis et ça concorde aux caisses et je vais essayer de m'attacher à faire ce travail pour toutes les caisses. Pour moi, c'est plus intéressant aussi de partir d'un pré-inventaire. On ne peut pas être spécialiste de tout. Je ne suis pas spécialiste de la céramique tournée fine, mais disons qu'avec ce pré-inventaire, ça me facilite la tâche. Alors, parfois on bloque, c'est là où il faut faire un vrai travail avec les archéologues, avec les différents chercheurs. J'ai de la chance de travailler avec des chercheurs qui viennent souvent au musée, qui sont imprégnés et qui m'aident au quotidien. Marie-Pierre Gézégou, notamment, la dernière fois. Donc voilà, il reste beaucoup de choses à faire au sein du musée Arnabovia. Nous avons un an d'existence, ce qui est peu. Après Sainte-Rose, donc après le transfert des collections de ce dépôt archéologique, nous continuerons par désengorger le dépôt du passage de l'encre. C'est une cave qui se trouve sous le palais des archevêques, dans lesquelles sont stockés tout le fonds ancien de la ville de Narbonne. Donc à l'orée 2023, il va falloir encore faire le nécessaire. Et puis on commence à penser à la politique d'acquisition des collections. Alors je ne sais pas si certains connaissent, mais il y a 2-3 ans, on a eu une très très grosse fouille juste à côté du musée qui s'appelle La Robine. On est rentré en contact avec l'opérateur de fouille, donc, qui s'appelle l'INRAP, avec le SRA, le service régional de l'archéologie, qui est propriétaire de la collection. Et cette collection atterrira très bientôt au sein du musée, encore 1000 caisses supplémentaires. Donc on a du boulot pour des dizaines, des centaines d'années. J'espère plutôt des dizaines d'années. J'ai fini, merci beaucoup.